Trésor, mémoire de radio, présente. 13os, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presente. Sénéchal, le magnifique. Vous voulez un bon conseil? N'allez jamais au théâtre. Hein. C'est un repère de bandits, un lieu de perdition. Oui, madame. Il y a 3 semaines, j'étais à Paris voir ma sœur qui est mariée avec mon beau-frère et qui tient un bistrot rue de Belleville. Il était à peu près 8h30, 9h moins un quart. J'étais allé faire un tour sur les boulevards lorsque je fus attiré par de vives lumières. Je m'approche et je vois une grande maison où je vois écrit « Théâtre de l'ambigu ». Bien que je me dis, c'est une occasion d'y aller faire un tour. Je suis la foule qui était près d'un petit guichet, dit comme ça au monsieur. Bonjour monsieur, donnez-moi un billet s'il vous plaît. Quelle place que vous voulez qu'il me fait? Puis comment? Quelle place que vous voulez qu'il me fait? Je sais pas. Alors il me regarde de la tête aux pieds et il me donne une galerie à 50 francs. Je monte l'escalier, arrivé là-haut, il y a un monsieur avec une barbe qui me retire le billet à 50 francs sans me rembourser. Ça m'a pas plu. Enfin, ça n'a pas d'importance, je rentre dans une grande salle. Pour être joli, c'était joli, vous savez. Il y a des peintures, des fioritures, des anges, des engelures, il y avait de tout, quoi. Il y a même un grand balcon avec des bancs tout autour, et puis il y a même un orchestre qui jouait, c'était magnifique. Tout d'un coup, on a entendu pam, 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 et il y a un grand rideau qui se lève. Derrière le rideau, il y a une chambre à coucher, et dans la chambre, il y avait 2 amoureux qui s'embrassaient. Ils s'embrassaient tellement qu'ils n'avaient pas entendu ouvrir la porte. D'un coup, il y a un type qui rentre comme une bombe et qui fait ha 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 ha. Puis il a sorti un revolver de sa poche, et pendant que les amoureux cherchaient à se cacher, il les a canardés tous les deux. Et la musique jouait toujours. Heureusement que le bruit du revolver avait réveillé les voisins qui sont allés chercher le commissaire de police. Le commissaire est entré par même porte, il a fait comme ça. Amé. On a encore commis un crime, et comme toujours, j'arrive trop tard pour arrêter l'assassin. Quand j'ai vu que personne ne disait rien dans la salle, je me suis levé, j'ai crié « Il n'est pas encore trop tard, si vous dépêchez, vous pouvez l'attraper, il est passé par la fenêtre. » Qu'est-ce que j'avais fait là, hein? Toute la salle s'est mise contre moi, hein? Les gens criaient « Sortez l'imbécile à la porte, le parpagnat !» Ben venez me sortir, bande de crapules que vous êtes. Assommant mangeons ça sur le pare-brise de tomate, madame. J'en ai vu 36 chandelles, et la musique jouait toujours. Et ça allait mal tourner pour moi, lorsque je me sens frappé sur les 2 épaules. Je me retourne, 2 agents. Je me dis, ça y est, me voilà sauvé, pas du tout. Ils m'ont pris en poing, ils m'ont foutu à la porte comme un saligo, en me disant, si je me taisais pas, ils allaient me foutre en prison. Et bon, que je vous le dise, le patron du théâtre, les gens qui étaient dans la salle, et jusqu'à la police, tous, vous m'entendez tous, ils étaient tous d'accord avec l'assassin, ou à bande de crapules. Stop! Oh, quoi? C'est lui, Fernandel? Eh ben, il est pas beau, wesh. Moi, je le trouve pas mal du tout. Et puis, dis, tu as vu comment il est habillé? Un peu élégant, hein? Ouais, mais ça lui change pas sa tête. Il n'a pas été gâté. À Longchamp, il a ses chances. Oh, tu peux dire tout ce que tu veux, mais des artistes qui ont réussi comme lui, il y en a pas beaucoup. Ah, ça, je comprends, dis, hein. Toi, non, tu en connais beaucoup des gens qui ont fait rire la France entière? Ah, avec la gueule qu'il a, c'est pas difficile. Pas difficile. Tiens, quand il a été en Amérique, les gens de là-bas, ils voyaient le français à travers lui. C'est vrai, ça. Eh ben, ils doivent avoir une bonne opinion de nous. Oh, tu peux dire ce que tu veux, en tout cas, il plaît. Tiens, moi, j'en connais plus d'une petite, quand elle le voit passer dans la rue, faut voir comment elle le regarde. Mais lui, il insiste pas. Il sourit et il part vite. Avec la tête qu'il a, il pourrait partir au galop. Même s'il a une drôle de tête, lui au moins, il sait s'en servir. Ah, voilà. Parce qu'il y a des films où moi, j'étais malade de rire. Ah, Tiens, dans François Ier. François Ier, La scène où on lui fait le supplice de la chèvre. La chèvre. Tu sais, il est là, étendu sur une table, les pieds nus. Il y a une chèvre qui regarde ses pieds. Elle s'avance, tout doucement, et hop, elle lui donne un petit coup de langue sur la plante.
Et lui, ça le chatouille. Ça le chatouille. Et la chèvre, elle trouve ça bon. Elle recommence à le lécher. Et le pauvre Fernand, il se tortille. Eh ben... Je sais pas de quoi il est malade maintenant, mais il a pas bonne mine. Oh. Je te le dis, il file un mauvais coton. Moi? Un mauvais coton? Oh, permets-moi de te dire que costaud comme il est, c'est pas demain qu'il lui arrivera quelque chose. Hein. Pas personne. Et tu l'as pas vu dans Don Camillo? Les jeunes du village, ils n'avaient pas la loi avec lui, hein? Ouais, mais c'était des jeunes. Ouais, je Jeunes? Et Moi dans aussi. Dynamite Jacques, t'as pas vu comment il jouait du revolver? Ouais. Tiens, sans aller si loin, dans son dernier film, l'assassin est dans l'annuaire. Mystère, Là. mystère. C'est un vrai festival. Il se les fait tous, que c'est un vrai carnage. Oh, crois-moi, des biceps, il en a. Ouais. Eh ben moi, ces biceps, ils me font pas peur. Oh, tu dis ça, mais t'irais pas le lui dire en face. Ça, je comprends, il est devant le dire en face. Je me gênerais. Eh bien, ne te gêne pas. Non, il est là, à côté de toi. Tu n'as qu'à y aller. C'est bon de parler par J'y derrière. vais. Ce qu'il faut, c'est là devant qu'il faut parler. À moi. Faut dire un petit peu, ça, si quelqu'un viendra. Personne ne me fait peur à moi. On a grabé que ça, alors. C'est vous, Fernandel? Non. De l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort? Que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent, pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème. Et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa langue ou sa montagne. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent. Mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause, parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, et m'en aller tout droit à l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur le coin de l'oreille. Mon accent. Il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter la Provence avec vous, et fait chanter sa voix dans tous nos bavardages, comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du torride midi dans les brumes du Nord. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers, aux vieux troncs rabougris, et le petit village où la treille est splendide éclabousse de bleu la blancheur des bastides. Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farandole. Premier film, qu'est-ce que c'était? Le blanc et le noir. C'est-à-dire, ce n'est pas mon premier film, c'est le premier film dans lequel je tournais. C'était le premier film du grand Rému. Oui, une pièce de Sacha Guitry. Vous voyez que j'étais bien placé. D'où veniez-vous? J'étais à Paris, oui. Je venais de Marseille, mais depuis longtemps d'ailleurs. J'étais à Paris depuis 2 ans. 2 ans, et puis j'avais débuté au concert Mayol lorsque Marc Allégret m'a découvert dans mon tour de chant militaire et m'a demandé le lendemain de faire le chasseur dans le blanc et le noir aux côtés de Rému. Vous étiez comique troupier? Oui, longtemps. Vous étiez habillé comment? Tourlourou, avec le costume traditionnel? J'avais le costume de Paulin, avec les basanes, la veste bleue avec des petits boutons argentés et puis le képi pointu. Ce qui allait très bien avec ma physionomie qui était déjà très longue. Oui, c'est pour ça que j'avais une drôle de figure d'ailleurs. Et alors justement, vous avez vu des projections, vous vous êtes découvert brusquement? Ah, au cinéma, oui. Vous savez, j'avais quelque chose qui m'étonnait, c'est que lorsque je rentrais en scène, dans mon tour de chant militaire, avec ce képi en question et cette figure longue que vous connaissez depuis très longtemps, eh bien,
J'étais étonné que le public rit tout de suite à mon entrée, n'est-ce pas? C'était favorable parce que je chantais des chansons comiques. Faire rire avant d'avoir ouvert la bouche, qui était d'ailleurs très importante, c'était déjà quelque chose, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai eu fait Le Blanc et le Noir, lorsque j'ai eu fait la première scène, Marc Allégret m'a dit, vous savez, ce que vous avez fait était patent. Pour le cinéma, c'est formidable. Demain, je vous montrerai la bobine. Et on m'a montré la bobine où j'étais. Vous comprenez? Moi, je n'avais pas compris. Je me suis vu pour la première fois. C'est-à-dire, je me suis vu marcher. Je me suis vu de dos, de 3/4, de face et de profil. Alors j'ai compris pourquoi on riait quand je rentrais en scène dans mon tour-de-champ militaire. Car vous savez, on a l'habitude, chez soi, de se raser tous les matins, et à force de se voir dans la glace, on commence à s'aimer, à se plaire, et je me trouvais pas mal. Eh bien, mes illusions sont tombées tout de suite, avec le cinéma. Et j'en ai profité. Vous avez réalisé que vous pouviez en profiter, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai usé ce stratagème pour faire des vaudevilles militaires, car avec la figure un peu spéciale que j'avais et que j'ai toujours, mais en beaucoup mieux, parce que il faut vous dire qu'il y a une 30aine d'années, j'avais une drôle de gueule, comme on dit. Et cependant, j'ai entendu un de vos familiers récemment dire « Mais tu n'as pas changé, Fernand. » Ah oui, mais ça c'est le public, c'est la fidélité du public. Vous comprenez, le public va voir mes films, j'en fais beaucoup, et on va me voir tous les 3 mois. Je change avec eux, avec les gens qui viennent me voir. Le public, c'est ma famille. Je change comme on change en famille. Alors tous ceux qui me rencontrent ont vu le film d'il y a 2 mois et me disent « C'est formidable, vous ne changez pas ». Alors je leur dis « Regardez un petit peu les photographies d'il y a 20 ans et vous verrez. Vous verrez un petit peu cette figure mince que j'avais. » Maintenant, je me suis buriné avec l'âge, je me suis arrangé. Je suis bien, je suis un peu les intégrales, comme les boules à Marseille. Mais ça, faut bien. Qui était comme moi, simple troupier, et passé soldat de première classe depuis le 14 juillet dernier. Maintenant qu'il a monté en grade, il n'est plus le même. Il devient fier. Il fréquente plus les camarades, il prend un air d'avoir 2 airs. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais maintenant, il a des galons. Maintenant, monsieur fait de la toilette. Il dit qu'il faut tenir son rang. Il s'est payé une savonnette. Et puis un peigne. Avec des dents. Toute la journée, il se pomponne. Il se lave la bouche à l'eau bourriquée. Et pour finir, il se frictionne les cheveux à la colle camphrée. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais maintenant, il a des galons. Maintenant qu'on est comme des frères avec les Anglais, le monsieur, il a acheté un dictionnaire pour apprendre à parler comme eux. Il a ce truc-là à la bonne. Et pour faire voir qu'il est instruit, toute la journée, il nous fredonne, il s'allonge, le petit père Henri. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais maintenant, il a des galons. Avant, il fréquentait la bonne d'un petit café, près du quartier. Il l'a quitté pour la patronne. Il paraît qu'ils allaient se marier. Comme c'est une femme qui aime les manières, la musique et les réceptions, il prend des leçons particulières avec le caporal Clairon. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais maintenant, il a des galons. Au quartier, les voitures Cosette se partagent en 2 compartiments. Un pour les hommes et l'autre, le plus chouette, pour les gradés, naturellement. Avant, il venait dans le nôtre. Mais depuis qu'il est parvenu, maintenant, monsieur s'en va dans l'autre. Et quand il y est, il ne le sort plus. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais maintenant, il a des galons. Savez-vous ce qu'on dit de Zizi? On dit qu'il en est
Ce jeune homme poli et si gentil, on dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille, avec de bonnes fréquentations. Toujours des garçons, jamais de filles. Alors pourquoi que les gens font ta 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 oh, oh. Ta 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 oh, oh. Ta 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 oh, oh. Ta 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 ta. Ce garçon si drôle en travesti, on dit qu'il en est. Se faire vendre la bicyclette, on dit qu'il en est. Toujours si soigné de sa personne, faut le voir se recoudre un bouton. Un fil de travers, ça le chiffonne. N'empêche que derrière les gens font. Lui qui a des gestes aussi charmants, on dit qu'il en est. Lui qui vit pourtant chez sa maman, on dit qu'il en est. Il joue de la guitare en virtuose, c'est peut-être bien pour ça qu'il en est. Du groupe des célèbres Soquettes Roses, les gars qui ont lancé le fameux sont vachement terribles les Soquettes Roses, et lui il en est. Et quand je vois leur pochette, ça me fait quelque chose. On voit qu'il en est. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher, mais le poisson passe et ricane, y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile, safran, ail et fenouil. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On invite une belle petite Marie-Louise ou bien Ninon. Ensemble on remue la marmite en se bécotant tout le long. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Ninon le fit ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On laisse un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On tire et on fait des prouesses. Quand on revient, y a plus de bouillon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon. Vous êtes fatigué? Dites-moi, vous n'avez pas peur de mourir tout de même? Oh non, pas moi. À vous? Et qui alors? Confessez-moi et vous le saurez. Confessez-moi, ça c'est facile à dire. Vous croyez qu'on confesse comme ça? D'abord, je sais pas ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, il me faut un confessionnal ou tout au moins une grille. Une grille?
Il faut pas qu'on se voit tous les deux. Pourquoi? Pourquoi? Toujours des questions. Je ne me le demande pas à moi qui suis moine. Je suppose que c'est parce qu'il ne faut pas qu'on sache à qui on a affaire. Mais vous le savez bien que c'est à moi que vous avez affaire. Mais dès qu'il y aura la grille, je ne le saurai plus. Oh bon! Mais dites, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, hein? Fétiche! Madame! Montre-moi le petit grès de la châtaigne! Je pense que ça suffira. Vous voilà bien chrétienne tout d'un coup. En tout cas, il y a un péché que vous avez fait. C'est d'avoir voulu jeter un pauvre prêtre dans la tempête. Si c'est ça qui vous tourmente, n'aggravez pas votre faute en lui retardant son souper. Merci. J'espère que le bon Dieu s'en contentera. Et alors? Dites-moi d'abord, mon père. C'est vrai, ça, ce qu'ils racontent les prêtres? Que jamais ils ne répètent ce qu'on leur a dit en confession? Ah, écoutez, ma fille. Depuis 2000 ans qu'on se confesse, Dieu sait si ça en fait des péchés. Oh, misère. Jamais le secret de la confession a été violé. Saint Anselme s'est laissé arracher la langue avec des tenailles rougies au feu, plutôt que de révéler une chose qui lui avait été confiée. Et pourtant, c'est une chose sans importance. Comment on l'a su? Je sais pas. Quant à Saint Chrysostome, c'est pire encore. On lui a coupé. Assez, mon père, je vous crois. Mais vous vous laisseriez arracher la langue? Oh, j'en aurais aucun mérite, vous savez, parce que tout ce qui rentre par cette oreille, ça me va par l'autre. Et entre les deux oreilles, ça vous reste pas un peu? Oh, très peu. Sitôt que le pénitent a le dos tourné, s'est envolé. C'est une grâce que le bon Dieu nous fait. Autrement, vous savez, avec ce qu'on nous raconte, hein. Dites votre confiteor. Je me rappelle plus. Alors, commencez votre confession. Depuis 20 ans, mon père... Vous vous êtes pas confessé depuis 20 ans? Non, mon père. Ça va être long. Si vous m'interrompez, ça va être plus long encore. Dépêchez-vous. Depuis 20 ans, mon père, que nous sommes établis dans cette auberge, mon mari et moi, faut vous dire que nous étions marchands forains. Et puis un jour, mon mari a eu envie qu'on se fixe. C'est alors qu'on s'est installé ici. Moi, ça m'étonnait bien un peu. Je lui disais, Martin, ça n'est pas bien passant. Mais il me répondait, t'inquiète pas, Marie, ici, il n'y aura pas de morte saison. Alors je lui disais, mais des clients, il n'y en aura pas beaucoup. Et il me disait, il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais on les gardera. J'avais pas encore compris ce qu'il voulait dire. Moi non plus. Attendez. Oh, il disait ça parce qu'il aimait bien à rire, dans le temps. Et puis, au premier voyageur, j'ai compris. C'était un gros marchand de dentelle, avec son cheval. On l'a gardé longtemps, le cheval. Le marchand aussi, on l'a gardé. Il est encore ici. Je me rappelle bien où, parce que c'était le premier. Dans le jardin. Sous le châtaignier. Sous le châtaignier? Dans la terre? Oui, dans la terre. Puisqu'il était mort. Mort? Oh, le pauvre. Ça a dû vous faire un coup pour votre premier client, hein? Le second, c'était un Parisien. Un bon garçon. Un célibataire. Ça valait mieux. Ah oui? Et pourquoi? Parce que personne ne les pleure, les célibataires. Ah, parce qu'il est mort, lui aussi? Eh, dites, vous n'avez pas de chance, hein? Il n'a pas beaucoup souffert, celui-là. Et le troisième, il a encore moins souffert. Mon mari s'était fait la main. Ah, votre mari s'était fait la main, eh oui. Il s'était fait la main. Mon Dieu. Je commence à vous comprendre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Chez nous, c'est si facile. Vous avez bien vu l'escalier, avec le petit renfoncement. On était presque forcés. Ah, parce que c'est là que ça se passait? Les 3 premiers, oui. Parce qu'il y en a eu d'autres? Oh! On ne les compte plus? Ah! Oh, on les compte plus. Mais voyons, pas plus de 10. Oh, mon père. Presque 20. Ah, si c'était que 20. Quoi? 30? 31. Voyons, mon père, je vous ai dit depuis 20 ans. Alors, 31. Ça ne ferait même pas 2 par an. Et qu'est-ce que c'est? 2 par an. Évidemment, Mais alors, combien?
Si vous voulez le savoir, ce soir, c'était le 102e. Ah, mon Dieu. Mais où je suis tombé? Je viens de vous l'expliquer, mon père. Dans une auberge où on tue tout le monde. C'est un vrai cimetière tout autour. Non. Et encore, ils n'y sont pas tous. Tenez, le dernier, vous pouvez le voir. Où? Par la fenêtre. Là? Moi, rien. Et alors, rien du tout, hein? Où ça? Dans le bonhomme de neige. Dedans? Dedans. Vous savez, il n'est pas plus mal là qu'ailleurs. Pensez qu'il pourrait être dans le ventre d'un cochon. Quoi? Vous donnez les chrétiens à manger aux cochons? Ben, ils les mangent bien, eux. Et vous en mangez du cochon? Je vous dirais que moi, je l'aime pas tant que ça, le cochon. Ah. Monsieur, il redemande du cochon. Tant mieux, c'est salé, ça fait boire. Eh oui, Marie, dans ta chambre avec le moine. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils grillent des châtaignes. Oh, depuis que vous êtes là, je m'en fais du mauvais sang. C'est que mon mari, lui, il n'a pas de religion. Alors quand il a vu votre petite église, il a dit, il n'y a pas de bon Dieu, faut qu'il y passe. Dans l'escalier? Oh, vous savez, dans l'escalier ou dans la chambre. Dans l'escalier, c'est le marteau. Oh. Dans la chambre, c'est le couteau. Oh, mais rassurez-vous, mon père. Avec la tisane qu'on leur fait boire avant, ils peuvent rien sentir. Eh bien, ma fille, tout ça n'est pas bien grave. Votre mari est derrière la porte. Ne vous mettez pas martel en tête. Vous n'aviez pas besoin de blanchissage. Et surtout, ne me demandez pas l'absolution. Ça n'en vaut pas la peine. Ce serait gaspiller la grâce du bon Dieu. Une toute petite bénédiction. Voilà. Allez en paix, mon enfant. Alors, Marie, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de toi, moi. Et vous n'êtes pas encore à table? J'y vais à l'instant même. Et maintenant, vous oubliez tout ce que je vous ai dit. Vous m'avez rien dit et j'ai tout oublié. Oh, vous n'êtes pas bien, mon père. Non, pas tellement, j'ai les jambes toutes mollettes. Attendez, vous allez boire un verre d'arquebuse. Merci. Ça me les rendra pour me remettre en route. Ah, parce que vous ne restez pas avec nous? Non, je crois que c'est préférable, d'ailleurs. Le temps a l'air de s'arranger, la tempête faiblit, hein, et quoique votre auberge soit très convenable, remarquez, il vaut mieux pour mon jeune novice qui couche au couvent. Bien, mon père, dans ce cas, nous regretterons de vous perdre, mais enfin, si c'est votre idée, vous permettez que je vous éclaire, mon père. Prenez garde, hein. L'escalier est dangereux. Ah, mais il en a bien l'air. Bon, il arriverait un accident que ça m'étonnerait pas. Parlez pas de malheur, mon père. Oh non, je dis ça histoire de parler. Oh, pardon, mon père. Elle est bien mignonne, votre petite, hein? Et vous savez qu'elle est presque fiancée. Oh, et à qui? À un gendarme. À un brigadier de gendarmerie. Tiens. Vous voyez bien pourquoi? Non. Voyons, dans un commerce comme le nôtre, il faut être bien avec la gendarmerie. Ça peut être utile. Vous me comprenez? Madame, vous faites sans doute allusion à des choses qui me sont sorties de l'esprit. Oh. J'allais oublier. Alors, mon père, oui. Bonne route. Merci. Oh, merci à vous. Et bonne santé. Merci et bonne santé à vous et à tous les vôtres. Et sans adieu. Sans adieu. Oh, sans adieu. La maison vous est ouverte, quand vous voudrez. Oh, merci, mais je m'en rappellerai. Ah oui, je m'en rappellerai que la maison m'est ouverte. Un couturier de demain s'incline et vous baise les mains. Ah, mesdames, comme ils ont raison, les poètes, quand ils vous comparent aux fleurs. Oui, mesdames, des fleurs. Voilà ce que vous êtes. Et comment en douter quand sous mes yeux vous faites le bouquet le plus enchanteur. Et si j'ose une périphrase à ce bouquet, il faut un vase comme il faut un cadre, au tableau, un globe à la pendule, un écrin au joyau. Eh bien, cet écrin-là, et ce cadre et ce globe, et ce vase où les fleurs ont encore plus de prix, quand il s'agit de vous, mesdames, c'est la robe, oui, c'est la robe de Paris, la seule au monde, la plus belle et la plus spirituelle aussi. Je vais vous la montrer sous des formes nouvelles.
Tant pis si Christian Dior n'endort plus de ses nuits. La journée de la Parisienne. Madame va chercher sa voiture au garage et voici la tenue que j'ai conçue pour elle. Le bleu Varden. La combinaison salopette qui permet de se saloper. C'est un slogan Varden. Les taches sont peintes à la main par un artiste prodige de 6 ans et demi. Oui. Les hommes n'aiment pas que les femmes conduisent. Vous êtes nerveuse, qu'ils disent. Alors même les plus galants vous agonisent de sottise lorsque vous êtes au volant. La ligne que je préconise clouera le bec aux insolents. Demain, dans votre auto, plein gaz. Et en 3e, vous pourrez emboutir un conducteur grincheux. Il vous engueulera quand même, mais vous appellera monsieur. La clé anglaise est dans la malle arrière. Mesdames, un conseil, roulez doucement. Un accident est vite arrivé. Mais en cas d'accident, une seule robe s'impose. Fracture. Quel mauvais goût. L'interprétation du pansement est un organti. Ah, ça t'amuse, toi? Non, pas du tout. Bon, écoute, pardon. Tu sors, ma chérie? Oui, je vais chez ma mère. Alors je vais te confier des commissions. Achète-moi de l'eau de Cologne, une boîte de cigares et rapporte-moi le prix Goncourt. Mais comment veux-tu que je me rappelle tout ça? Oh, mais t'as qu'à faire un nœud à ton mouchoir. Mais tu sais très bien que j'ai jamais de mouchoir. Alors laisse-moi faire. Ah, je t'en prie, n'abîme pas ma robe. Au contraire. Eau de Cologne. La boîte de cigares. Le dernier Goncourt. La robe pense-bête. Monsieur Saint-Forget, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Vous fumez le cigare? Jamais dans la journée. Mais si ça vous fait rien, je le fumerai ce soir en pensant à vous. Puis-je vous offrir un petit verre de liqueur? Ah, jamais entre les repas. Mais pour aujourd'hui, je ferai une exception. À la vôtre. À votre santé. Qu'est-ce que c'est? C'est du vitriol? De l'arquebuse. Pour les veuves qui s'évanouissent. Il vaudrait mieux les donner au mari. Ça les ferait revenir. Trêve de plaisanterie. Passons aux choses sérieuses. Si vous rameniez tous ces billets à la maison, pensez-vous que votre femme serait contente? Si elle serait contente? Oh, malheureux. Seulement voilà, ces billets, ils sont pas à moi. Si vous le voulez bien, ils sont à vous. Ne me touchez plus! Ah, vous avez pas honte de faire ça à moi? Ah, c'était ça, votre petite proposition. Monsieur Saint-Forget, je vous en prie. Vous vous méprenez. Expliquez-vous. C'est facile. Vous êtes bien le frère du célèbre Alain de Saint-Forget de l'Institut de Beauté. Oui, après. Alors lisez, signez, et ces billets sont à vous. À moi? À vous. Ceci est ma dernière volonté. Je désire que mon frère, le docteur Alain Saint-Forget, me fasse inhumer en première classe par les soins de la maison Baudin-Pilate. Dites, vous n'êtes pas un peu jobastre, ou non? Non, je ne suis pas jobastre du tout. Je suis avisé. Ah, me faire enterrer, vous appelez ça être avisé, vous? À vous faire enterrer quand vous serez décédé, bien entendu. Ah, ben heureusement, c'est la moindre des choses. Merci bien, monsieur Pilate. Non, il faut que je réfléchisse. En attendant, je vais finir votre devanture, hein?
Monsieur Saint-Forget, vous avez toute la vie pour nettoyer ces carreaux. Ah, allons plutôt prendre l'apéritif et je pourrais par la même occasion vous exposer l'intérêt de ma proposition. Oh, pas encore. Vous n'avez pas encore signé. Enfin. Non, mais comprenez-moi. Notre métier n'est pas facile. Le client ne vient pas tout seul. Avec ses streptomycines, ses oriomycines, ses pénicillines, il se retient, monsieur. Il se cramponne. Et dès qu'il y en a un qui se laisse glisser, il y a 20 concurrents qui se jettent dessus. Oh, le malheureux. Alors moi, je devance la concurrence. Je n'attends pas le client. Je vais le chercher dans le présent pour me l'attacher pour l'avenir. Votre frère paiera. Et en attendant, comme il est normal, eh ben, vous touchez votre commission. Vous n'êtes pas bête, vous savez, vous. Je ris en pensant à la tête qu'il fera, mon frère. Remarquez, je ne serai pas là pour le voir. Parce que je dois vous dire que lui et moi, on est plutôt en froid. Ah non, mais les volontés d'un défunt sont sacrées pour son frère. Ah oui. À moins que il ne vous a pas maudit. Maudit? Oh non. Alors il paiera. Il paiera. Bonjour, messieurs. Bonjour, bien. Dites, monsieur Pilate, une petite supposition. S'il ne paye pas, mon frère. Pourquoi il est ruiné? Ruiné, lui? Oh là là. Il est peut-être milliardaire. Alors je marque première classe spéciale. Oui. Grand luxe. Naturellement. Eh ben non. Ah, oui. Capitonné. Capitaine, oui, je saurais mieux. Oui. Poignée d'argent. Petit coussin de soie. Oh, écoutez, monsieur Pilate. Et j'ajoute 10 000 francs à votre commission. Ah non, mais ça c'est trop. Ça, non, mais ça Monsieur Saint-Forget, qu'est-ce que vous prenez? Un perlot, comme d'habitude. Et pour moi, ce sera un vitel fraise. Ah oui, pas d'alcool. Jamais. Au fond, qu'est-ce que je risque, moi, hein? Alors, si vous ne risquiez rien, signez. Ceci est ma dernière volonté. Je désire que mon frère, le docteur Alain Saint-Forget, me fasse inhumer en première classe par les soins de la maison Baudin-Pilate. Dans la classe de grand luxe. Et ben, les capitonnés, poignée d'argent, coussin de soie. Je signe. 50 plus 10. Merci. S'il y en a un qui risque quelque chose, c'est pas moi. C'est vous. Parce que mon pauvre frère... Oh, c'est pas que je lui veux du mal, peu cher. Mais enfin, surmené comme il est, vous savez, s'il venait à mourir avant moi, qui c'est qui serait le couillon? Je ne vous veux pas de mal non plus, monsieur Saint-Forget, mais pensez bien que je ne m'engage pas à la légère. Non. Mes clients, je les choisis. Il y a longtemps que je vous observe, monsieur Saint-Forget, chaque lundi, quand vous venez laver mes carreaux. Vous riez, vous sifflez, vous chantez. Mais vous n'avez pas bonne mine. La première fois que Duvivier m'a envoyé le sujet, j'étais à Carry-le-Rouet, près de Marseille, en vacances. Et ce jour-là, je me rappelle, avant dîner, j'étais au bord de la mer, j'ai commencé à feuilleter le scénario. Et j'ai vu la première scène où Don Camillo parlait à Jésus. Et j'ai dit à ma femme, si vraiment le sujet que je suis en train de lire continue comme il a commencé, je crois que je tiens le rôle de ma vie. J'ai trouvé dans le rôle du personnage de Don Camillo quelque chose d'humain, quelque chose de vrai, de sincère, et qui s'adaptait à ma personnalité, car si j'avais dû jouer un curé conventionnel, c'est-à-dire mon enfant, comment allez-vous, je n'aurais pas accepté le rôle. J'ai accepté de faire Don Camillo, parce que d'abord, c'était une histoire extraordinaire qui venait en son temps, et en plus de ça, Duvivier l'avait traité d'une manière extraordinaire, c'est pour moi, parce que Duvivier a fait une mise en scène qui pouvait, si ce n'avait pas été lui, peut-être être un insuccès. Tandis que lui a tellement réussi les scènes avec Jésus que nous sommes arrivés à faire croire au public que vraiment je parlais au Seigneur. Et lorsque j'ai retrouvé dans ce personnage un peu ma nature méridionale de mon Marseille natal, car après tout, Don Camillo sait Fernandel dans la vie, avec sa faconde, la soutane en plus. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi,
Depuis toujours, c'était comme ça. À l'école, déjà tout enfant, lorsque je répondais présent, toute la classe riait. Et ces rires me rendaient triste. La vie n'est pas une scène, et j'avais beaucoup de la peine. Ces gens qui riaient sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Comme tout le monde, j'ai eu 20 ans. Je suis parti au régiment. Tous les copains riaient. Et ces rires me rendaient triste. J'étais toujours sur la sellette, comme un troupier d'une opérette. Ces gars qui riaient sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Un beau jour, j'ai connu l'amour. J'ai dit, je t'aimerai toujours. Et la fille riait. Et son rire m'a rendu triste. Je me disais, t'as pas trop de veine. Et j'avais vraiment de la peine. Cette fille qui riait sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Un beau jour, j'en ai fait mon métier, un peu forcé, presque obligé. Et le public riait. Et je n'étais plus triste. J'avais trouvé mon existence. Et maintenant, lorsque je pense aux gens qui riaient sans savoir, c'est bizarre. Maintenant, je sais pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Maintenant, je sais pourquoi. Je suis heureux, comme ça. Son grand-père et son père, Thomas, avaient hérité des moustaches héréditaires qu'il avait déjà bébé. À l'âge de jouer aux billes, ça ne lui servait pas beaucoup. Mais à l'âge de plaire aux filles, c'était un fameux atout. Thomas, oh Thomas, quel ravage ça fera. Thomas, quelle splendeur, tes belles moustaches de saveur. En passant sous les arcades chaque soir après minuit, c'est la même sérénade que l'on entend dans la nuit. C'est la même sérénade, mais jamais au même endroit. Ah, vraiment, elle se balade, les moustaches de Thomas. Thomas, oh Thomas, quel ravage ça fera. Thomas, quelle splendeur, tes belles moustaches de saveur. Quand Thomas embrasse une fille, comme c'est toujours dans le cou, faut voir comme elle se tortille, ça lui fait des coups. Et si elle appelle sa mère, ce n'est pas pour qu'elle rapplique. Ce serait plutôt le contraire. Pas besoin que je vous explique. Maman, ça me chatouille, j'aime ça. Thomas, quelle splendeur, tes belles moustaches de saveur. Pour son service militaire, hélas, Thomas s'en alla. Et puis d'une fille regrettèrent ses moustaches, etc. Quand il revint au village, après avoir fait son temps, dans la rue, sur son passage, chantait le chœur des enfants. Papa, criaient les gosses à Thomas. Ils savaient tous comme Thomas. Ils savaient quelle splendeur.
car je suis l'innocent. Des savants ont voulu m'apprendre à compter jusqu'à 100, mais j'ai mon beau livre d'images que je préfère au leur. C'est le ciel avec ses nuages de toutes les couleurs. Ma raison glisse et dégringole, chacun le sait ici. Je suis celui dont on rigole et qui rigole aussi. Lorsque les enfants me conseillent de partager leur jeu, en les voyant chanter, j'essaye de chanter avec eux. J'entends dans le creux des coquilles un bruit qui me fait peur. Sous l'or éclatant des jonquilles, je découvre des cœurs. Ma raison glisse et dégringole, chacun le sait ici. Je suis celui dont on rigole et qui rigole aussi. Je voudrais bien avec Jeannette ou Françoise à mon bras aller le soir dans les guinguettes comme les autres gars. Joyeusement, ils se rassemblent, me laissant sur le seuil. Les amoureux tournent ensemble, moi je reste tout seul. Ma raison glisse et dégringole, chacun le sait ici. Je suis celui dont on rigole et qui rigole aussi. Dans ma cervelle à la dérive, parfois comme aujourd'hui, je crois que la lumière arrive, qu'il n'y a plus de nuit. Mais point ne peut durer la fête, ce n'est qu'un court matin. Le brouillard revient dans ma tête quand la flamme s'éteint. Ma raison glisse et dégringole, chacun le sait ici. Je suis celui dont on rigole et qui rigole aussi. Auprès de moi se tient ma mère dans mes nuits sans sommeil. Et je volerai pour lui plaire la lune et le soleil. Pourtant bien souvent il me semble, en la regardant mieux, qu'il y a des larmes qui tremblent sur le bord de ses yeux. Ma raison glisse et dégringole quand je la vois ainsi, mettant mon front sur son épaule. Alors je pleure aussi. Silence! Sénéchal François Lucien, artiste dramatique. Vous êtes accusé de port illégal d'uniforme, d'usurpation d'état civil, d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Là, le sale. Je fais recette. Silence! Sénéchal, vous n'êtes pas au théâtre ici. En outre, vous avez été trouvé chez une fille galante, complice de 2 bandits dont vous avez reconnu être le chef. Mais j'ai menti pour sauver ma peau, Monsieur le Président, et je l'ai démontré à l'instruction. Enfin, quoi. Alors, que diable alliez-vous faire dans cette galère? L'amour, Monsieur le Président. Enfin, j'aspirais. Mais chez la poule, vos poulets ont piqué le pigeon, et puis le pigeon est devenu une lampiste.
La lampe pigeon. C'est bien connu, toute une époque. Ça porte, il sent très bon. Oui, s'ils se foutent du tribunal, ils vont le saler. La défense a cité ses témoins à décharge, nous allons les entendre. Ça va être à nous. Non, merci. Je me charge de ma décharge. Mes défauts et mes qualités, je les connais mieux que personne. Je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. C'est un autre premier acte. Comme vous voulez, la parole est à la défense. Monsieur le Président, mon client est un échantillon type de cette faune de théâtre qui écume nos lointaines provinces et dont la capitale est Cabotinville. Obscur serviteur de Thalie et de Melpomène. Obscur, mais dites jeune homme, ce pauvre baladin n'a péché que par orgueil. Et je n'aurai aucune peine à vous démontrer que ce charmant fantoche n'a commis aucune mauvaise action. Mais il n'a aucun talent, ce Noirot. Mais il est même très mauvais. Il va me gâcher mon procès. Mais laissez-moi parler, mon ami. Moi, votre ami? Riez cela de vos papiers. Le misanthrope, acte premier. Voilà. Vous enfin? Sieds-toi. Je n'ai pas dit encore ce que je veux. Sina, acte 3. J'ai joué les plaideurs. Il n'est pas besoin d'avocat. Retournez à vos grimoires. Ça va, Silence dans la salle, silence! Il est en pleine forme. Et il fait rire. Ah, ça, il n'a jamais été à pareille fête. Mon histoire, messieurs les juges, sera brève. Cet homme que vous accusez d'imposture, parce qu'il a voulu jouer sur l'immense scène de la vie, les rôles qu'on lui refusait sur les planches, cet homme, que dis-je, cet artiste, ce grand artiste, est innocent. Merci, maître. Si ça continue, je vais faire évacuer la salle. Mais rembourser avec tout ce monde, ce serait un crime. Quel esprit! Si mon client se trouve à ce banc d'infamie, qui sont les responsables? Les directeurs, monsieur le président. Les directeurs de théâtre qui ne savent pas discerner les vrais talents. Bravo! Merci. Tous ces entrepreneurs de spectacle qui laissent végéter dans de modestes emplois des acteurs qui sentent bouillonner en eux 1000 personnages héroïques. Il a très mauvais esprit. Il n'en reste pas moins que faux capitaine, faux diplomate et que sais-je encore, vous avez abusé de la crédulité de vos semblables. Mais a-t-il commis une seule véritable malhonnêteté? Non, messieurs, non, jamais. Et la preuve, c'est qu'il n'y a aucune plainte portée contre lui. S'il avait voulu, c'est un milliardaire qui serait assis aujourd'hui dans ce box. Mais tel n'était pas son but. N'est-ce pas, sénéchal? Non, messieurs, je voulais simplement aborder enfin les grands emplois. Vous-même, monsieur le président, n'avez-vous jamais rêvé d'être un jour garde des Sceaux? Je vous en prie, maître. Sénéchal, ne mettez pas en cause. Ah, la vie d'artiste. Elle n'est pas toujours facile à luisante, comme le croient les bourgeois. C'est un train qu'on prend la nuit dans une gare glaciale. C'est un sandwich mangé en hâte pendant un dernier accord. C'est un hôtel douteux. C'est une loge poussiéreuse, des coulisses pleines de courants d'air. Une avance qu'on vous refuse. Une amende qu'on vous inflige. Et tout cela pour aller dire au fin fond des provinces, Madame est servie. Oh, la voiture est en bas. Allez donc prouver dans ces conditions que vous avez quelque chose dans le ventre. Mais ne croyez pas, messieurs, que je suis un aigri ou un révolté. Rien n'a pu altérer ma bonne humeur. Et comme dit mon collègue Figaro, je me hâte de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est tout, messieurs. Je suis heureux d'avoir pu dire en public ce que j'avais sur le cœur. Et si vous m'envoyez à l'échafaud, merci. Allô, silence! Bon, il y a un marrant là au fond. Silence! Tenant compte de vos beaux antécédents et aussi d'un certain talent, le tribunal vous conseille de l'exercer dans un autre décor que celui de Thémis. Mais, pour bien prouver que les juges, comme les commissaires, peuvent être aussi de bons enfants, le tribunal acquitte le prévenu. C'est bas, ça, hein? Et ça, c'est haut, hein? Au milieu, faites-moi ça, au milieu, parce que alors ça,
pas de rigoler, parce que... Assez. Je vois que vous comprenez tout de suite la bonne chanson. Alors vas-y, refais-moi ça. Alors, vas-y. Terrible. Mélodie, c'est pas pareil. Tes yeux sont comme deux étoiles qui prendraient le jour pour la nuit. Au ciel si bleu de notre amour sans voile, si je puis m'exprimer ainsi. Telle une pêche provençale, ta bouche à la saveur d'un fruit. Mon amour, y a que ton nez qui la fout mal. Si je puis m'exprimer ainsi. Ta voix comme une harpe chante, et j'aime son doux vibrato. Ta voix troublante et caressante, aux adagios amoroso. Je pourrais l'écouter des heures, cette voix si douce à mon cœur. Dommage que tu dises toujours des conneries. Si je puis m'exprimer ainsi. J'ai lu Ronsard, Villon Rimbaud, Verlaine Musset, San Antonio, Astérix et Chéri Bibi, pourtant. Écoute bien ceci. Jamais autant que dans tes yeux, j'ai lu combien j'étais heureux. Ta main diaphane et opaline en messagère de mon cœur joue souvent pour moi de la mandoline pendant que s'envolent les heures. Comme jouait jadis Euterpe, tu joues pour chasser mon ennui. Dommage que la mandoline se m'emmerde. Si je puis m'exprimer ainsi. Tu es mon soleil de minuit, car tu te montres tour à tour, comme la clarté de mes nuits, comme le soleil de tous mes jours. Tu règnes avec toute ta grâce sur chaque moment de ma vie. Dommage que des fois, franchement, tu me les casses. Si je puis m'exprimer ainsi. Mais malgré tout, je t'aime, tu vois. Et ceux à qui ça ne plaît pas et qui voudraient que je te perde, je leur dis simplement merci. Si j'en faisais autant. Pourquoi? L'égalité n'existe pas quand on veut se mettre en ménage, car c'est toujours l'homme qui doit faire la demande en mariage. Chez les parents, il va ramper pour avoir celle qu'il désire. Et maintenant, ma femme peut dire, je ne suis pas venu te chercher. Eh bien, si moi, j'en avais fait autant, quand elle venait tortiller du derrière, sur mon chemin, pour faire du sentiment, si j'avais dit, adresse-toi à ma mère, si moi j'avais refusé de me laisser embrasser avant d'être sorti de la mairie, si j'avais plaqué le patron pour rester à la maison avant qu'elle ait répondu oui, eh bien si moi, j'en avais fait autant, on mangerait avec des cure-dents. Quand elle attendait un enfant, j'ai beaucoup souffert sans rien dire. Oui, j'ai souffert. Moralement. Et moralement, c'est bien pire. 2 heures après, c'était fini. Les compliments étaient pour elle. Et couchée parmi des dentelles, elle recevait ses amis. Eh bien, si moi, j'en avais fait autant, si moi aussi, j'avais reçu des visites, oui, au plumard, comme les rois feignants, et en caleçon brodé de marguerite, avec des trucs vaporeux et un ruban dans les cheveux, si j'avais gémi de l'air lointain,
J'ai souffert, c'est infernal. 4 kilos, ça fait mal. Pourvu que j'ai pas serrure au sein. Eh bien, si moi, j'en avais fait autant, je me demande ce qu'auraient pensé les gens. En 2 ans, la mère et l'enfant sont vite arrivés à s'entendre. Oui, mais pourquoi, évidemment, j'ai fini par n'y rien comprendre. Quand le gosse crie « bébé bobo », elle répond pour qu'il se taise. Assez toto, cucu chaise, miam miam poupou, et puis dodo. Eh bien, si moi, j'en avais fait autant, quand pour l'argent, des fois elle m'accroche, si j'avais dit jouer Dada Longchamp, perdu sous-sous, a plus rien dans ma poche. Entre nous, pour s'expliquer, c'est un petit peu limité. Y a pas de quoi, ça en raconter bien long. Chien, chien, sous-sous ou dodo, miam, miam, pipi ou toto, c'est une drôle de conversation. Eh bien, si moi, j'en avais fait autant, on serait tous gaga depuis longtemps. Ce soir, je ne suis pas libre. Je joue les grands premiers rôles. C'est une princesse qui me donnera la réplique. Sénéchal, le magnifique. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.